Bonjour à tous, je m'appelle François Chasset, je suis dermatologue à l'hôpital Tenon. Je vais vous parler aujourd'hui de lupus cutané, qui est une pathologie sur laquelle je travaille principalement. Ce topo va s'adresser à la fois aux étudiants en médecine ou aux non-dermatologues pour la partie initiale, et puis va s'adresser un peu plus aux patients dans une seconde partie. Et j'avais discuté un peu du plan avec la présidente de l'association Lupus France, dont j'ai mis les coordonnées sur la diapositive. Donc on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'un lupus systémique et puis bien sûr un lupus cutané. Quelles sont les principales atteintes dermatologiques des lupus? Une question qui est très importante pour les malades qui se posent souvent en consultation: quel est le risque d'évolution vers un lupus systémique en cas de lupus cutané isolé? On va parler de traitement préventif des poussées, donc on va parler de photoprotection, de tabagisme et d'éventuels médicaments inducteurs. On va dire un mot de traitement, on va dire un mot d'antipaludéens de synthèse qui sont vraiment la base du traitement du lupus cutané, et on dira un mot du traitement des formes réfractaires dont ce n'est pas l'objectif de ce topo. Alors qu'est-ce qu'un lupus systémique et qu'est-ce qu'un lupus cutané? Alors un lupus systémique est une maladie auto-immune multisystémique qui peut toucher presque tous les organes, qui est une pathologie chronique qui évolue souvent par poussée et rémission, ou qu'on caractérise souvent par la production d'anticorps dirigés contre le noyau des cellules. Alors cette pathologie peut toucher le système nerveux central, les poumons, le cœur, les articulations, et l'atteinte cutanée est une des plus fréquentes du lupus systémique, avec l'atteinte articulaire, puisqu'elle va toucher près de 80% des malades, et elle est la première atteinte des lupus systémiques dans environ 25% des cas. Et cette atteinte spécifique est appelée lupus cutané. Alors ce qui est très important de dire, c'est qu'il n'existe pas de critères de diagnostic de cette maladie, et on a uniquement des critères de classification. Et si on reprend les derniers critères de classification de cette maladie qui ont été publiés en 2019, on attribue à différentes atteintes un certain nombre de points, et quand on a des anticorps antinucléaires, si on a plus de 10 points, on a très probablement un lupus systémique. En tout cas, on peut être classé comme tel dans des études, et vous voyez qu'on a des atteintes dermatologiques, alopécie non cicatricielle, ulcères buccaux qui valent 2 points, des lésions cutanées de lupus subaigu discoïde qui valent 4 points, et puis des lésions de lupus aigu qui valent 6 points. Alors je le dis maintenant et je le redirai, il est quand même bien précisé dans ces critères qu'ils ne sont applicables que s'il n'y a pas d'autre explication plus vraisemblable que le lupus pour les expliquer, et c'est un des enjeux de ce topo d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les lésions spécifiques de lupus cutané? On va distinguer des sous-types de lupus. Le lupus aigu, qui peut être localisé le plus souvent en vespertilio, donc en atteinte en aile de papillon, parfois diffus, qui peut s'accompagner de formes graves, bulleuses, d'ulcération buccale ou d'alopécie, qui ne sont pas des lésions spécifiques de lupus dans le cadre de l'alopécie du lupus aigu. Du lupus subaigu, qui en gros schématiquement, on verra des photos après, a deux formes, les formes annulaires et la forme psoriasiforme, qui comme son nom l'indique ressemble à du psoriasis. Le lupus chronique, qui peut être sous-divisé en lupus discoïde, localisé ou disséminé, en lupus engelure et en paniculite lupique. Et enfin, qu'on soit européen ou américain, on mettra le lupus tumidus ou pas dans le lupus chronique ou comme un sous-type à part. Ce qui est très important, c'est que au cours de leur évolution, jusqu'à 30% des patients vont avoir plusieurs sous-types de lupus sur la peau. Alors pourquoi c'est important de bien identifier les sous-types de lupus? Déjà d'une part parce que les différents sous-types ne sont pas du tout associés avec la même prévalence à la présence d'un lupus systémique, que certains sous-types peuvent donner des cicatrices qui peuvent être définitives si on ne les a pas traitées assez tôt, qui sont vraiment un fardeau de cette pathologie, que certains sous-types peuvent être induits par des médicaments et qu'in fine il suffit d'arrêter le traitement pour que les lésions rentrent dans l'ordre, et que les diagnostics différentiels, là où notre rôle de dermatologue est important, et ne sont pas du tout les mêmes en fonction des sous-types, et ça c'est important. Et donc je prends à titre d'exemple le lupus aigu, qui est toujours associé à un lupus systémique, donc qui peut être grave, mais qui d'un point de vue dermatologique est finalement peu grave parce qu'il ne laisse pas de cicatrices. Et finalement à l'inverse, le lupus chronique, qui est finalement un peu plus le lupus du dermatologue, qu'on voit beaucoup plus nous, qui est associé à un lupus systémique dans 10 à 40% des cas, donc moins fréquemment associé à un lupus systémique,
mais peut laisser des cicatrices extrêmement importantes et qui peuvent parfois être pour nous une urgence thérapeutique. Alors, donc, quelles sont les atteintes dermatologiques des lupus? Donc on a parlé et on ne va parler aujourd'hui que des lésions de lupus spécifiques. Donc si on prend la classification dermatologique des atteintes du lupus, on va classer le lupus en lésions spécifiques. Donc c'est ce que j'ai dit juste avant, lupus aigu, subaigu, chronique et tumidus. Des lésions non lupiques vasculaires, que je ne vais quasiment pas aborder aujourd'hui, mais en particulier le phénomène de Raynaud, ou des lésions de purpura ou de nécrose cutanée. Et puis des lésions qui sont non vasculaires, qui peuvent être l'alopécie ou des dermatoses neutrophiliques ou d'autres choses finalement un peu plus rares dont vraiment l'objet n'est pas aujourd'hui dans un topo qui a pour but d'être assez simple et de montrer uniquement les choses fréquentes. Donc comment on dit que les lésions de lupus sont spécifiques? Eh bien on est aidé par la biopsie cutanée qui retrouvera une dermite d'interface et on cède souvent de la confrontation anatomoclinique, je vais en reparler. Donc là, si on prend le lupus aigu c'est finalement celui qu'on apprend le plus à l'ECN, mais c'est finalement nous, dermatologues, celui qu'on voit le moins souvent. Là, je vous ai montré un exemple typique de lupus aigu localisé avec des lésions papuleuses, œdémateuses, mal limitées, nécrotiques, dites en vespertilio ou raches malaires sur les joues, qui respectent le sillon nasogénien et qui sont mal limitées et qui peuvent parfois avoir un décollement ou des érosions bulleuses. Ce lupus aigu, vous voyez, c'est 5 à 20% des lupus cutanés dans la littérature. Il est par contre toujours associé à un lupus systémique et le plus souvent actif. Et il s'accompagne souvent d'alopécie diffuse ou de cheveux lupiques avec un aspect de cheveux fins, cassés, presque de lanugo. Et puis, vous voyez, ces atteintes, parfois avec une atteinte nécrotique comme ici des lèvres, mais nous, dermatologues, on est rarement en première ligne de ces malades qui répondent très bien sur la peau aux corticoïdes ou aux traitements immunosuppresseurs et surtout qui ne laissent pas de cicatrices, donc c'est rarement notre problème. Ce que je veux dire pour les étudiants qui regarderont peut-être ce topo est que ce n'est pas parce qu'on a un vespertilio, donc ce rache malaire, qu'on a un lupus aigu. Vous voyez ici donc 3 sous-types de lupus principaux, un lupus aigu sur la gauche, un lupus subaigu au centre et un lupus discoïde sur la droite, qui sont tous les 3 présentés par un vespertilio. Alors comment on sait que ce n'est pas un lupus aigu? Ici, pour 2 raisons, parce que le lupus est très bien limité dans le lupus subaigu, ici comme on dit coupé au couteau, et puis cette atteinte un peu plus psoriasiforme émiettée du décolleté. Et puis ici, chez cette jeune fille, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez au-dessus des sourcils et sur la tempe qu'elle a des lésions qui sont cicatricielles, et donc elle a donc un lupus discoïde, et donc un fort risque cicatriciel, et donc elle, pour nous dermatologues, est finalement une urgence thérapeutique, pour éviter que les cicatrices s'aggravent. Les autres atteintes du lupus aigu, elles peuvent être disséminées, en touchant parfois les mains, comme ici, et ce qui va nous orienter, et que souvent l'atteinte des mains va respecter la zone articulaire, à l'inverse d'une autre dermatose fréquente, une autre connectivite qui est la dermatomyosite. Et puis parfois c'est beaucoup plus difficile, vous voyez comme ici sur ces lésions qui peuvent ressembler à une allergie médicamenteuse ou à une virose. Le lupus subaigu, comme je vous disais, représente 15% des lupus cutanés et donc avec 2 grands types de lésions, des lésions psoriasiformes comme ici sur la gauche, avec des plaques érythématoses squameuses, et puis ici comme les 2 photos du milieu avec des lésions annulaires avec une bordure active et une guérison centrale. Il y a d'autres formes plus rares, comme les syndromes de Rowell, qui ressemblent à des érythèmes polymorphes, ou des formes qui ressemblent à des Steven Johnson-Lyell. Donc ces lupus n'ont pas de cicatrices, mais peuvent s'accompagner de troubles de la pigmentation qui parfois restent sur la peau. Ce qui est important de retenir, c'est que ces lupus sont souvent très photosensibles, on va y reparler, et eux, ces malades-là ont besoin d'une photoprotection attentive, et il faut toujours penser devant un lupus subaigu à une prise médicamenteuse, puisque près de 30% des lupus subaigus sont induits par un médicament, et c'est hyper important d'y penser parce que souvent l'arrêt du médicament permet de faire guérir les lésions. Ensuite, on a le lupus chronique, dans lequel le lupus discoïde représente 80% des lupus cutanés, donc c'est les lupus que nous, dermatologues, voyons le plus souvent. Et puis des formes beaucoup plus rares, le lupus engelure et la paniculite lupique. Alors, finalement, ces lupus sont rarement systémiques, mais peuvent l'être, et peuvent s'accompagner, en particulier pour le lupus discoïde et la paniculite lupique, d'un risque cicatriciel extrêmement important et des séquelles qui ont vraiment un retentissement très fort sur la qualité de vie des malades.
voyez des exemples multiples sur ces photos de lupus discoïde qui vont se présenter par des plaques érythémato-squameuses avec une évolution atrophique et cicatricielle qui, quand elles sont actives, comme ici, sont rosées, comme ici, sont squameuses, desquames, peuvent être rouges, peuvent toucher le cuir chevelu avec une alopécie cicatricielle qui peut être définitive si on ne la prend pas assez tôt. Il peut y avoir de rares atteintes des ongles qui parfois sont très invalidantes et puis parfois une atteinte muqueuse. Un autre sous-type beaucoup plus rare est le lupus engelure qui va se présenter par des papules érythémateuses, parfois violacées, parfois prurigineuses, parfois douloureuses, qui va toucher les extrémités, les mains, les pieds. Et ce qui est extrêmement dur pour nous dermatologues, c'est de différencier un lupus engelure d'une banale engelure. Et finalement, ce qui va nous aider, c'est que le lupus engelure persiste au-delà de la saison froide. Et puis, quand on biopsie, ce qui va nous aider est qu'il y a moins d'infiltrat périssudoral dans le lupus que dans l'engelure classique. Il y a de rares formes familiales associées à certaines mutations rares qui peuvent se voir avec des lupus engelures dont je ne vais pas parler aujourd'hui. La paniculite lupique, donc le dernier sous-type de lupus chronique, va se présenter dans la forme active par des plaques ou des nodules, souvent érythémateux, qui peuvent s'ulcérer. Et puis, vous voyez, quand les malades n'ont pas été traités assez tôt, vont évoluer vers des lipoatrophies, donc une fonte de la graisse, et peuvent laisser comme ça des dépressions cupuliformes sur les bras ou sur le visage, qui sont parfois pas très jolies et qui peuvent parfois, du coup, c'est ce qu'on fait beaucoup dans le service, être traitées au niveau des séquelles par des injections de graisse autologue, c'est-à-dire qu'on prend la propre graisse et on la réinjecte pour combler les trous, ça marche très bien. Et ce qui est important, ça c'est plus pour les étudiants ou les non-dermatologues, c'est parfois très difficile à différencier de lymphome T de la peau à type de paniculite. Et enfin, le dernier sous-type qu'on classe à part, le lupus tumidus, qui va se présenter comme le plus souvent des papules infiltrées, parfois annulaires, sans composante épidermique, qui s'accompagne en histologie par des dépôts de mucine importants. Pourquoi on l'a individualisé ce lupus? Parce que petit 1, il est quasiment jamais associé à un lupus systémique, et petit 2, il rechute très souvent parce qu'il est très photosensible, mais il n'est pas grave, donc c'est un gentil lupus de la peau. Alors, pourquoi l'évaluation dermatologique est importante? On prend un cas clinique illustratif d'une patiente qu'on avait vue en médecine interne, suivie pour une atteinte articulaire invalidante depuis 1 an et une éruption cutanée. Elle a des anticorps anti-noyaux, antinucléaires. Elle a été mise sous corticoïdes pour ses douleurs articulaires, elle va beaucoup mieux. Et à la rechute des corticoïdes, les lésions cutanées reviennent. Et donc, si on prend des critères de classification, cette patiente, elle a des anticorps antinucléaires, elle a une atteinte des joues mal limitée compatible avec un lupus aigu, elle a une atteinte articulaire compatible avec une atteinte de lupus, elle a donc un lupus systémique. Sauf qu'en fait, si vous regardez un peu mieux, il y a une atteinte du menton, il y a des pustules. Cette patiente, elle est réévaluée par un collègue rhumatologue qui va dire qu'en fait, les douleurs ne sont pas évocatrices de lupus, les échographies articulaires sont normales, et en fait, cette dame, elle a des douleurs articulaires qui sont liées à des tendinopathies, elle a une rosacée, et en fait, elle n'a pas de lupus. Et donc, cette dame, elle pourrait être traitée à tort pour une maladie qu'elle n'a pas, rentrer à tort dans un circuit chronique de maladie qu'elle n'a pas. Et ça, plus nous, dermatologues, c'est quelque chose qu'on voit souvent. C'est une dame que j'ai vue cette année en consultation. C'est une dame qui, depuis 10 ans, a des plaques alopéciques cicatricielles du cuir chevelu, qui a été biopsiée par un confrère dermatologue de ville, avec une histologie qui est rendue compatible pour un lupus discoïde. Et cette malade, elle nous était adressée parce que le confrère dermatologue avait un doute sur le diagnostic. Et en effet, quand on relit la biopsie, et on est intrigué par le fait que le violet, l'érythème, ne soit qu'en périphérie et pas au centre comme dans le lupus discoïde, ce qui nous évoque une autre maladie. Et en effet, quand on fait relire la biopsie par un anapathe spécialisé dans le lupus, on a un diagnostic de lichen planpilaire et à nouveau une autre maladie qui n'est pas du lupus. Et juste pour rappeler que les anticorps antinucléaires, parce que c'est très souvent un des motifs de consultation en dermatologie avec des gens qui ont des lésions qui pourraient ressembler à du lupus et des anticorps antinucléaires. C'est très fréquent, c'est 11% de la population générale. Et finalement, des gens qui ont un lupus et des anticorps antinucléaires, c'est que 3% des gens. Donc ce n'est pas parce qu'on a des anticorps antinucléaires que c'est grave.
Et donc c'est important d'avoir une évaluation dermatologique. Il y a de nombreux mimiqueurs de la peau, en particulier des choses extrêmement banales comme la rosacée, et c'est important d'avoir une évaluation. Le lupus c'est extrêmement difficile à diagnostiquer, on peut se tromper, et c'est important de discuter à plusieurs, de faire relire les biopsies quand c'est difficile. Alors, le cas de figure qui est parfois embêtant, c'est quel est le risque d'évolution quand on a un lupus cutané et d'évoluer vers un lupus systémique. Donc finalement, nous, c'est le cas qu'on a en dermatologie. C'est des gens qui ont eu un diagnostic de lupus discoïde, par exemple, et qui se posent la question, mais est-ce que je vais avoir un méchant lupus qui va toucher le rein, le cerveau, le cœur, etc. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ça? Donc, quels sont les facteurs de progression du lupus discoïde vers un lupus systémique? Quand on reprend une revue de la littérature qui est très bien faite, finalement, il n'y a que 13% des malades qui, d'un lupus cutané, deviennent systémiques. Les signes cliniques qui vont alerter le dermatologue, c'est que le lupus discoïde soit disséminé, c'est-à-dire qu'il aille plus bas que le cou, en particulier qu'il touche les mains, qu'il y ait déjà des arthralgies et puis que sur la prise de sang, on ait des signes évocateurs de lupus systémique. Et si on va un peu plus loin, dans une étude qui est très bien faite, qui a suivi prospectivement des malades avec un lupus cutané, l'évolution vers un lupus systémique, c'est seulement 6% des malades, donc c'est finalement très rassurant. Et à nouveau, les facteurs de risque d'évoluer, c'était un lupus discoïde sévère, des titres élevés d'anticorps antinucléaires et d'avoir déjà plusieurs critères de lupus systémique quand on avait le diagnostic. Et donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que l'évolution d'un lupus cutané vers un lupus systémique, c'est finalement rare, voire très rare, que ça peut exister quand on a des formes d'emblée cutanées sévères ou des anticorps antinucléaires à taux très élevés, ou déjà des douleurs articulaires, mais que chez des gens qui ont un lupus cutané, en particulier discoïde depuis plus de 10 ans, nous on a regardé, parce que c'est quelque chose qu'on étudie en ce moment dans le service, il n'y a aucun de nos malades qui va évoluer vers un lupus systémique, donc on peut être très rassuré et rassurant envers les malades. C'est des gens qui resteront vers une maladie purement dermatologique, qui est parfois très embêtante, mais qui n'évoluera pas vers une maladie grave. Alors ensuite, les traitements préventifs des poussées, et donc on va parler un petit peu de photoprotection. Hein. On vous a dit, si vous avez un lupus, que le lupus est une maladie photosensible qui peut être aggravée donc par l'exposition solaire. Donc je ne vais pas m'attarder et passer beaucoup de temps parce que la FAI2R a déjà fait une vidéo dont j'ai remis le lien ici par le docteur Sébastien Buche qui est à Lille et qui avait interviewé une patiente où ils ont repris le concept de photosensibilité, le concept d'exposition solaire, le concept de photoprotection, quelle photoprotection, et puis une question qui m'avait été demandée d'être abordée quand on avait discuté un petit peu du plan de ce topo d'aujourd'hui, quelles sont les possibilités de prise en charge de la crème solaire par la sécurité sociale. Alors je vais aller vite parce que des choses qui ont été déjà bien faites, mais déjà, une question que mes malades me posent souvent, c'est est-ce que la photoprotection sert à quelque chose dans le lupus? C'est une question qui est importante. Et on se doit d'être honnête, il n'y a pas de démonstration que la crème solaire protège des poussées. Qu'est-ce qui a été démontré? C'est que la crème solaire, chez des gens qui ont un lupus, protège la survenue de lésions de lupus quand on expose les gens artificiellement à de la lumière calibrée. Donc, c'est-à-dire qu'on met des lumières sur le dos de gens qui ont un lupus, on met une crème solaire ou un placebo et on regarde ce qui se passe. Et en gros, la photo parle mieux que le graphique. Chez les gens qui ont mis une crème solaire, vous voyez que les gens ne développent pas de lésions de lupus quand on les met à la lumière du soleil. Donc oui, probablement que la crème solaire protège des poussées de lupus. Néanmoins, en vraie vie, on n'a pas d'études qui démontrent que les gens qui mettent mieux leur crème solaire que les gens qui ne la mettent pas bien ont moins de poussées, parce que c'est probablement une étude qui est très dure à faire. Donc, on va revenir à la photoprotection, mais par exemple, il y a certains sous-types, je vous le disais, le lupus subaigu et le lupus tumidus qui sont très photosensibles. Et ça, c'est une malade que j'ai vue en consultation qui a un lupus subaigu et qui disait très bien mettre sa crème solaire. Et vous voyez que cette dame, vous voyez très bien, ici, il y a la zone de ses vêtements. Ici, elle est très bronzée. Et puis en dessous, vous voyez que c'est rouge. Donc, c'est une patiente qui, du coup, pensait mettre correctement sa crème solaire, mais vous voyez qu'elle est beaucoup trop bronzée pour quelqu'un qui a un lupus, parce qu'elle a des lésions dermatologiques qui sont actives, et donc c'est quelqu'un qui a une photoprotection insuffisante. Alors, qu'est-ce que c'est la photoprotection idéale?
Quand on a un lupus, j'insiste avant de détailler la photoprotection pour dire que tous les lupus ne sont pas photosensibles. Le problème étant qu'on n'a pas de marqueurs cliniques ou biologiques facilement reproductibles qui permettent de dire à un patient vous avez ou pas une maladie qui est aggravée par le soleil et donc c'est difficile pour nous. Donc, généralement on le conseille à tout le monde, mais c'est vrai qu'on a des patients qui n'ont jamais d'aggravation avec le soleil, donc peut-être qu'on dit à ces gens-là d'être un peu moins rigoureux. Mais donc quelle est la photoprotection idéale? C'est d'essayer d'éviter l'exposition solaire entre 11h et 15h, d'essayer d'avoir une photoprotection vestimentaire qui finalement est plus facile, avec le port d'un chapeau si possible assez couvrant, de lunettes de soleil et si possible de vêtements couvrants. Alors comment il faut mettre la crème solaire dans le lupus? Il faut acheter des crèmes solaires qui sont 50+, avec une forte protection contre les UVA. C'est quoi la quantité de crème solaire qui est nécessaire à mettre? C'est 1 cuillère à café pour faire un visage et l'intégralité d'une paume de main pour couvrir le corps. Donc c'est beaucoup de crème solaire. Et ça, théoriquement, il faudrait le répéter tous les 2 heures. Et donc vous voyez qu'en pratique, on ne va pas se mentir, c'est difficile à faire pour les gens qui voudraient avoir une vie normale. Et puis c'est important aussi de se supplémenter en vitamine D. Ça, c'est démontré dans la population générale que de supplémenter en vitamine D est photoprotecteur. L'autre chose sur laquelle je voudrais un tout petit peu insister, c'est que la quantité de soleil qui fait qu'on peut avoir une poussée de lupus, elle est bien moindre que celle qui va vous donner un coup de soleil. Et on a souvent des patientes, puisque c'est souvent des femmes, qui ont été se balader, il faisait très beau, mais elles ont finalement, je sais pas, été au marché ou se balader, et 4 semaines plus tard, elles font une poussée. Parce que c'est pas 2 jours plus tard qu'on va faire la poussée de lupus, ça peut être jusqu'à 3-4 semaines plus tard. Donc, ça, c'était les messages importants, et donc je pense quand même qu'il faut essayer d'avoir quelque chose qui reste compatible avec une vie normale, et je ne pense pas qu'il faille ne plus vivre quand on a un lupus. Alors, quelle crème solaire? Je l'ai dit, on peut avoir des filtres chimiques, et donc ça, il faut acheter des filtres avec des SPF 50+, et une forte protection contre les UVA. Quelle crème solaire? Il n'y a pas de marque à recommander en particulier, j'ai listé plein de marques. Et ce que je veux dire, c'est celle qui convient, celle que vous trouvez la plus agréable. Si possible, je vous conseille de prendre des crèmes qui sont fluides parce que vous pouvez tout à fait utiliser cette crème comme base pour votre maquillage. Et on peut tout à fait, on fait dans le service par exemple, on a des ateliers de maquillage médical et on peut tout à fait utiliser la crème solaire comme base de maquillage médical. Et on peut utiliser des bébé crèmes ou des CC crèmes qui ont quand même une crème avec un indice 30 qui est déjà utile, en particulier chez des femmes qui veulent camoufler certaines lésions séquelaires. Et puis de l'autre côté, on a des filtres minéraux qui sont une bonne alternative, en particulier la crème Day Long de Actinica, il y en a peut-être d'autres mais je connais que celle-là, qui a déjà été évaluée in vitro dans le lupus et qui surtout a pour intérêt de n'être nécessaire qu'une fois par jour. Enfin, à la question peut-on se faire rembourser sa crème solaire quand on a un lupus, donc j'ai copié-collé le lien de cette demande qui est sur le site de Lupus France. Donc, chez certains malades, on peut se faire rembourser la crème solaire parce que, en effet, c'est indiqué dans le PNDS du lupus qu'il faut avoir une photoprotection dans le lupus et donc on peut demander à faire un accord préalable, une demande d'entente préalable pour la crème solaire, à la rajouter sur votre protocole de soins par le médecin. Et puis demander des factures aux pharmaciens et chez certaines caisses de sécu, mais ça semble être très disparate d'une caisse de sécu à l'autre, on a certains patients qui se sont fait rembourser. Moi, je n'ai pas de patientes qui ont obtenu de remboursement, donc je pense que c'est très caisse de sécu dépendante, mais je pense que ça peut valoir le coup de demander à votre médecin d'essayer, ça ne prend pas beaucoup de temps de le faire et ça peut être utile. Enfin, le tabagisme. C'est très important d'essayer d'arrêter de fumer quand on a un lupus, en dehors évidemment de toutes les bonnes raisons d'arrêter de fumer, sur le cancer, sur les préventions cardiovasculaires. Pourquoi, si vous hésitiez à arrêter de fumer, ça peut être intéressant quand vous avez un lupus de la peau? Parce qu'on sait que les lupus, quand on fume, sont plus graves, sont plus résistants au traitement, que ce soit les antipaludéens de synthèse ou le belimumab. Enfin, les médicaments, j'en dis un mot. Il y a certains médicaments qui peuvent donner des lupus, ce qu'on appelle les lupus induits médicamenteux. Et ça, c'est plus pour les docteurs qui nous regardent. Et de dire un mot, un des anti-TNF-alpha et deux des IPP, qui sont des grands inducteurs et qui ne sont pas forcément très connus. Et je vous montre ici une photo de lupus induit aux IPP, extrêmement sévère. Et ce qui est important, c'est qu'on arrête le traitement et les malades s'améliorent, donc c'est hyper important.
Et donc, 2 mots de traitement. Les antipaludéens de synthèse, c'est la base du traitement du lupus cutané. Ça marche et ça améliore le lupus cutané dans 2/3 des cas, donc c'est quand même extrêmement important. Et donc ces antipaludéens de synthèse, c'est surtout l'hydroxychloroquine. Et comme on a beaucoup parlé de l'hydroxychloroquine à cause, ou grâce, je ne sais pas, mais plutôt à cause du Covid, j'ai fait cette diapo que vous pourrez relire tranquillement, parce qu'on a beaucoup parlé du risque cardiaque du plaquenil. Je pense qu'il faut être très rassurant, il n'y a pas de bilan biologique à faire, il n'y a pas d'électrocardiogramme à faire avant de débuter un traitement par plaquenil, en dehors de cas avec des médicaments en particulier ou des antécédents particuliers. Le suivi ophtalmo, il faut le faire dans la première année et après c'est seulement tous les ans au bout de 5 ans, mais il n'y a pas d'atteinte ophtalmologique grave dans les premiers mois. Et je vous ai mis le reste des choses qui sont importantes, mais quels sont les effets vraiment indésirables les plus fréquents dans l'hydroxychloroquine? C'est souvent les troubles digestifs qui peuvent arriver au début, mais qui souvent s'améliorent avec le temps. Et parfois on fractionne la dose, parfois on diminue la dose, et souvent on va quand même beaucoup mieux. Et ce qui est également important, c'est si vous vous posez la question de savoir si vous devez prendre votre plaquenil le matin, le soir ou le matin et le soir, la bonne réponse c'est comme vous voulez. Le plaquenil, si vous préférez prendre les 2 le matin, les 2 le soir, c'est très bien. Si vous préférez prendre matin et soir, il n'y a pas de problème non plus. C'est comme vous voulez. Et nous, c'est vrai qu'on conseille plutôt une prise par jour parce que ça vous fait moins de chances de l'oublier. D'accord. Le suivi ophtalmologique, il sera nécessaire au long cours après 5 ans de traitement. Et là, par contre, c'est important de le faire. Néanmoins, si l'ophtalmologiste voit des choses, on arrête le traitement et il n'y a pas de problème. Si on fait bien les examens. Et l'atteinte cardiaque, elle existe, mais elle est rare et seulement après de nombreuses années de traitement. Et donc enfin un mot des formes réfractaires, mais ce n'est pas l'objet de ce topo. Quand on a des malades qui ont une atteinte dermatologique qui résiste au plaquenil, on peut donner des traitements de 2e ligne comme le méthotrexate, les rétinoïdes ou la dizulone, qui sont tous des traitements qu'on donne hors AMM. Et puis des traitements plutôt de 3e ligne, en particulier le thalidomide, qui a en France une autorisation temporaire d'utilisation dans cette maladie, qui marche très bien et qu'on utilise souvent dans les formes graves. Et puis, donc voilà, j'avais fait une diapo sur le thalidomide, c'est, vous voyez, un médicament qui a en France une recommandation temporaire d'utilisation depuis 2015, qui peut être prescrit en cas d'échec des antipaludéens de synthèse et qui, vous voyez, donne un taux de réponse de 90%, donc ce qui est extrêmement intéressant, et un taux de réponse complète de près de 2/3 des cas. Mais les lacunes de ce traitement, c'est que c'est obligatoirement aller chercher à l'hôpital et qu'il y a quand même des effets indésirables qui peuvent être embêtants, en particulier que c'est très tératogène et qu'il peut y avoir des neuropathies et des risques de thromboembolique qui sont finalement assez rares et que je ne détaille pas aujourd'hui, qu'on vous détaillera si on vous prescrit ces médicaments. Et enfin, je dis un dernier mot du belimumab dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est la seule biothérapie qui a l'autorisation de mise sur le marché dans le lupus systémique. Donc cette biothérapie, elle n'a pas l'AMM dans le lupus cutané. Néanmoins, chez les malades qui ont une atteinte dermatologique sévère et un lupus cutané, comme sur cette photo, on a des malades chez qui on peut avoir une bonne amélioration et ça peut être intéressant chez certains cas qui sont réfractaires. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Et donc en conclusion, les lésions dermatologiques du lupus, elles sont très polymorphes et c'est important d'avoir une bonne évaluation par un dermatologue pour être sûr en particulier que c'est bien un lupus que vous avez. C'est important de bien savoir quel sous-type on a en raison de l'atteinte systémique potentielle et des potentielles cicatrices qui peuvent survenir. En particulier, donc, en cas de lupus chronique, le risque d'évolution vers un lupus systémique est finalement rare, voire très rare, et donc il faut rassurer les malades. La base du traitement du lupus cutané, c'est l'hydroxychloroquine. Et je finis avec une note d'espoir parce que finalement l'industrie pharmaceutique commence à s'intéresser à cette maladie rare et il y a plusieurs essais cliniques qui sont spécifiquement en cours d'évaluation dans le lupus cutané. On va avoir par exemple dans le service plusieurs essais cliniques qui vont démarrer à la fin de l'année ou l'année prochaine et je pense qu'il y a dans les années à venir de très bons espoirs dans le traitement des atteintes dermatologiques du lupus. Et puis je fais un peu de pub pour le DU des manifestations dermatologiques des maladies de système que vous pouvez faire si ça vous intéresse, les atteintes dermatologiques des maladies. Merci beaucoup de m'avoir écouté.